Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de la 5e saison de Cold Facts, mode finale enclenché. On va parler forcément de la finale de National League entre Genève et Bienne. On commence avec Genève et on a la chance d'avoir Sébastien Tellet de Radio Lac qui va nous expliquer un peu comment il voit cette finale du côté genevois. Et puis pour discuter de la finale et un petit peu plus parler de Bienne, Cyril Page de Sport Center forcément qui va discuter avec nous pendant une vingtaine de minutes de sa façon de voir cette finale des deux côtés. Il se réjouit comme nous d'ailleurs. Après, on a nos pronostics. On reviendra aussi forcément sur le barrage de promotion-relégation et la victoire en 6 matchs d'Ajoie qui s'est sauvé. Grand ouf de soulagement du côté de Porrentruy. Et puis on termine avec l'équipe de Suisse qui entame sa préparation pour le championnat du monde de Riga où forcément, vous le savez, Cold Facts sera présent. On se réjouit. On va un petit peu détailler l'effectif, premier effectif mis en place par Patrick Fischer et puis voir quels joueurs de NHL peuvent peut-être rejoindre cette équipe d'ici là. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme ? Ah bah ouais, l'excitation aussi surtout d'avoir vendredi déjà cette finale tant attendue, cette finale 100% romande. Exactement, puis surtout on a des jours sans match, ce qui fait du bien, donc comme ça on peut enregistrer Colfax, contrairement à la semaine passée où on était aux abonnés absents. Pour cet épisode, on a 2 invités, un du côté de Genève, un du côté de Bienne. On va partir directement du côté du bout du Léman avec Sébastien Tellet. Salut Sébastien. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Seb. Tu commentes les matchs pour Radio Lac. Ouais. Ça va, l'excitation est à quel degré actuellement ? Bah, elle est assez haute quand même, surtout que, comme tu l'as dit, il y a quelques jours sans match, là on a bien le temps de digérer cette demi-finale. L'excitation, elle est bien présente, parce qu'il y a quand même une grosse différence avec 2021, où déjà c'était une année Covid, et Genève Servette avait enchaîné quasiment la demi-finale contre Zurich avant la finale contre Zug. Et là voilà, il y a une grosse attente qui est en train de naître du côté de Genève, du côté de Bienne aussi, et du coup ça donne une excitation qui est quand même assez présente, surtout avec cette finale 100% romande. Ouais, tu parles de grosse attente. En demi-finale, il a fallu un petit moment pour remplir cette patinoire. Je sais qu'on commence par d'abord quelque chose d'un petit peu négatif, on reviendra sur du positif un peu plus tard. Là, j'ai vu, c'est déjà quasi plein, à part quelques places bord de glace, sauf erreur, en tout cas hier soir avant que je m'endorme. Tu sens vraiment autour du club, justement, que on va dire le grand public est en train de vraiment s'exciter aussi? Oui, totalement. Alors à Genève, c'est un peu plus compliqué que dans les autres villes. J'ai vu que Bienne avait fait guichet fermé hier pour les 2 matchs en 15 minutes, quelque chose comme ça. Genève Servette, c'est un peu plus compliqué. Alors il y a des places qui donnent directement sur des tribunes avec des prix qui sont parfois un peu exorbitants. Ça, c'est un autre débat. Mais oui, autrement, l'intérêt au niveau du hockey à Genève, il naît avec les résultats de l'équipe. Et quand l'équipe a gagné la saison régulière, déjà là, beaucoup plus de gens en parlaient. Et puis maintenant, avec cette finale qui arrive, et puis bah voilà, cette finale 100% romande, les gens s'intéressent beaucoup plus. Et d'un coup, c'est un peu plus normal pour les gens d'aller à Lugano un mardi soir, alors qu'en saison régulière, tu dois un peu plus te justifier. Donc non, il y a un intérêt qui est en train de naître et c'est ce qui est cool aussi, c'est ce qui rajoute vraiment cette excitation. Mais il faut aussi dire qu'à Genève, contrairement à Bienne, il y a un club de foot qui marche pas mal et que Genève a aussi souvent été une ville de foot. Je veux dire, le Servette FC, c'est quelque chose. Oui, effectivement, Servette FC, c'est 17 titres quand même de champion suisse. Il y a toute une histoire sur le Servette FC, mais voilà, depuis 99, il n'y a plus de titres en foot. Depuis 2001, il n'y a plus de coupes remportées par le foot. Et là, c'était souvent le hockey qui avait pris le relais. Maintenant, on a enfin 2 clubs qui fonctionnent en même temps. Et en plus des playoffs, il y a eu la demi-finale de coupe contre Lugano qui a amené plus de 12 000 personnes au stade de la Praille. Il y a beaucoup de choix, mais effectivement, du côté de Genève, là, cette saison, on est vernis et on prend avec plaisir. Pour toi, cette finale, elle est romande? Parce que je sais que c'est le gros débat, on posera évidemment la question à Cyril également, mais moi j'ai décidé en tout cas que cette finale était 100% romande parce que j'ai traité Bienne comme un club romand depuis le début de la saison, mais je sais que tout le monde n'est pas de mon avis. C'est quoi ton sentiment depuis Genève? Alors moi, je me fonds dans la masse maintenant. C'est vrai que j'ai un peu répété tout le long que pour moi, Bienne n'était pas forcément romand, mais l'exemple type que j'ai, c'est que quand on fait une demande d'accréditation au chef de presse, il me répond en allemand, alors que pour moi, dans une ville romande, il devrait me répondre en français. Mais voilà, après, pour moi, Bienne, c'est surtout une ville bilingue avant tout. Puis, si on peut la considérer comme romande et dire que le titre revient en Suisse romande, ça me va aussi pour la région, pour le travail qui est fait aussi de la part de Bienne. J'ai aucun problème à dire que cette ville est romande. Ce que tu peux essayer, c'est ta prochaine demande d'accréditation, tu l'as fait en allemand, puis tu verras s'il te répond en français. Peut-être c'est juste qu'il pousse le bilinguisme un peu plus loin.
Ouais, je vais tenter, mais j'ai déjà fait la demande pour les 3 premiers matchs, donc je crois que c'est foutu. Ah mince, c'est la saison prochaine, tu pourras les confirmer alors. Si on vient sur le jeu, on a vu finalement, si on regarde la saison régulière, Genève premier, Bienne deuxième, même nombre de points. Les deux équipes qui ont dominé la saison régulière, malgré tout ce que j'ai pu dire dans tous mes pronostics, ou presque, c'est assez logique, non ? Oui, c'est assez logique. Ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes équipes qui se bataillaient pour 1 point la place en 2021. Genève Servette avait terminé 6e de justesse devant Bienne qui avait perdu contre Zug. Mais oui, non, c'est tout à fait logique. Et c'est logique si on regarde aussi la construction, on va dire, de cette équipe de Bienne, surtout, qui se construit depuis quelques années de manière assez juste. On a pas mal vanté les mérites de Zug et sa construction sur plusieurs années, mais je crois que Bienne, c'est un peu pareil. Bienne qui truste la deuxième place et qui vient batailler jusqu'au bout pour la première, c'est tout à fait logique. Et du côté de Genève Servette, on l'espérait secrètement avec le recrutement qui avait été fait l'année durant l'entre-saison, avec le retour de Linus Omark, avec Teemu Artikainen, avec Sami Vatanen, enfin plein de noms que je pourrais citer là maintenant, mais on espérait que Genève fasse quelque chose. Et Genève Servette a pour l'instant répondu aux attentes, mais voilà, Genève Servette le dit depuis le début de la saison. Alors pas le club officiellement, mais les joueurs le disent. On veut aller chercher le titre et puis maintenant, il reste 4 matchs à les gagner. Moi, ce qui m'a le plus frappé en fait dans cette demi-finale, je sais pas vous, mais c'est la façon dont en fait Zug s'est fait zouguer presque. C'est que quand Genève était menée, on aurait pu se dire Zug mène 2-1, notamment dans le 5e match, mais ils ont mené quasiment dans tout. Enfin, je crois qu'ils ont mené dans tous les matchs, et que Genève a réussi à faire ce que en fait j'attendais de Zug, c'est-à-dire revenir renverser et finalement passer l'épaule au moment où il fallait avoir le momentum, ou en prolongation par exemple. Je suis assez d'accord avec toi, j'ai cette impression que c'était un peu la force tranquille Genève durant la demi-finale et habituellement, comme tu dis, t'as assez raison. Genève a un peu pris le costume de Zug où les autres années tu disais Zug ils sont menés 2-1 après 40, non mais t'inquiète, ça va tourner, ils vont gagner soit en 60 soit durant le début de la prolongation, mais ça va pas durer cette histoire. Et là Genève, il y a toujours une solution, peu importe le problème qui est posé aux Genevois, il y a toujours une solution qui est proposée par l'équipe. C'est souvent Vatanen quand il casse pas les cannes. Je crois qu'il en reste encore 4 ou 5 jusqu'à la fin de la saison. J'entendais ça l'autre jour dans les couloirs à Zug. T'étais près de moi, Sébastien. C'est aussi le chiffre que t'as, hein. Il reste 5 cannes à Vatanen, donc 2 tiers. Ouais, c'est ça, exactement. Et on a vu sur des photos du club sur le compte Instagram où certains joueurs avaient 3 cannes de prête, lui il en avait 6. C'était au début de la série contre Zug, je crois. Parce qu'il sait qu'il les pète souvent ou bien il en a pété 3 ou 4 depuis le début des playoffs. C'était un sketch. En tout cas, il en a cassé une lors de l'acte 1 contre Zug, une lors de l'acte 2 contre Zug, et dès qu'elle n'a plus cassé, il a commencé à marquer sur Slapshot. Ouais, ça peut aider, peut-être. C'est un truc pour les jeunes joueurs, si vous pétez pas les cannes. À part ça, on parle de Vatanen, qui est pour... je dis pour moi, mais je pense que pour d'autres aussi, le facteur X en ce moment. Qu'est-ce qu'il est... Il est impressionnant avec ce slap, quoi. Ouais, justement. D'ailleurs, j'ai la question qui fâche, Sébastien. Est-ce qu'il est pas meilleur que Tom Ernest ? Mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit quand Vatanen a prolongé et que Tom Ernest partait. Après, Vatanen, il fait encore parfois peu trop d'erreurs. Là, je sais plus quel match c'est. Je crois que c'est l'acte 2 contre Zug où c'est lui qui a une perte de puck un peu coupable en zone défensive servétienne et puis qui offre un peu un but à Zug contre Lugano aussi. Donc, il peut être, en tout cas, sur le plan offensif, c'est sûr qu'il apporte, je dirais, il a un peu plus de folie que Tom Ernest, ce qui est déjà quand même assez costaud. Et sur le plan défensif, oui, il est aussi un peu partout. Maintenant, il faudra voir sur la durée. Tom Ernest, il a été fort sur 6 ans. On va voir Vatanen maintenant s'il reste 6 saisons à Genève, s'il arrive à apporter autant. Mais il y a match, oui. Il y a match. T'arrives à voir quelles sont les clés? Parce que forcément, avoir une série comme ça où on a deux des meilleures équipes ou les 2 meilleures équipes du championnat, ça va forcément... Ça se joue à des détails, on nous le dit tout le temps. Même si Genève venait à jouer à Joie au meilleur des 7 matchs, il nous dirait que ça se joue sur des détails. Alors imagine contre Bienne. C'est quoi pour toi justement ces détails qui peuvent faire la différence? Moi, je pense que ça va être les gardiens. Je pense que c'est ce qui va faire la grosse différence. Robert Mayer, pour l'instant, on va pas dire qu'il surprend, mais il joue plus que ce qu'on attendait de lui, au niveau du rôle notamment. Robert Mayer, il a eu un petit contentieux avec Bienne, notamment avec les fans biennois à l'époque où il devait revenir d'Amérique du Nord. Donc, est-ce que ça va jouer quand il va arriver lors de l'acte 2? Est-ce qu'il sera aussi déterminant qu'il l'a été lors de la prolongation à Zug où il fait 2 ou 3 arrêts monstrueux? On peut presque parler du fait qu'il vole le match à Zug sur cette prolongation. Je pense que le détail, il va être là. Et après, ça va aussi être la capacité des 2 équipes à concrétiser leurs occasions. On l'a vu, Genève Servette contre Lugano, les Grenats ont eu pas mal de peine à tromper Koskinen, mais dès qu'ils y sont arrivés, les 3 fois où Genève
prend 2 buts d'avance, et bien Genève finalement s'impose assez largement contre Lugano. Alors je dis pas que ça va être la même série contre Bienne, mais ça va être vraiment réussi de mettre ses occasions au fond, et je pense que ce sera pareil pour les Biennois. C'est la première équipe qui va réussir à marquer peut-être 2 buts de plus que l'autre, qui va réussir à prendre les devants dans cette série. Ouais, Robert Mayer, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Il a été excellent durant ces playoffs. Depuis qu'il est rentré en jeu à partir du match 3, si je me rappelle bien, non 4 contre Lugano. Il y a quand même un petit truc sur cette fin de série contre Zug. Il me semble que chaque minute qui passe nous rapproche du moment où il nous fait une couille. Je sais pas si tu as un peu ce sentiment contre Zug dans le dernier match. En toute fin de rencontre, il restait 15 secondes. Il nous a fait une sortie derrière la cage. On sait pas pourquoi. Ce qui, au bout du compte, a marché. Hein. Ça a coupé l'attaque zougoise et c'est son jeu. Et son jeu qui est très risqué. Mais tu sens pas venir le problème là? Ouais, on l'a craint plusieurs fois à l'antenne, on l'a vu arriver, mais pas lors du dernier match, hein, déjà sur 2-3 sorties durant la série contre Zug, mais pour l'instant ça a toujours marché. Alors est-ce que tout est calculé à la perfection et ça fonctionne, ou est-ce que c'est destiné à foirer un moment, ça on verra, mais pour l'instant, moi je vais plutôt regarder le verre à moitié plein et dire que pour l'instant ça a toujours fonctionné. C'est du Robert Mayer, on sait de quoi il est capable, heureusement qu'il y a cette règle des trapèzes quand même, mais on verra ce que ça va donner contre Bienne. Ouais, comme tu dis, effectivement, ça fait quoi, 3 saisons maintenant que derrière les buts, les gardiens peuvent plus aller se promener dans les coins et choper les pucks, ce que Robert Mayer adorait faire. Il m'avait dit avant la saison que c'était pas quelque chose qu'il appréciait, justement, de moins pouvoir aller dans les coins. Mais donc il y a moins de couilles finalement. Ben oui, évidemment, parce que s'il peut moins aller aux fraises, il en a fait une cette saison. Il en a fait une et finalement le but avait été annulé parce qu'il y avait un hors-jeu, c'était à Ambry. Totalement juste. Ouais, et certaines rumeurs disent qu'il a fait exprès de faire cette relance parce qu'il a vu que le joueur d'Ambry était encore hors jeu. Voilà. Alors pourquoi pas, ça m'étonnerait même pas, parce qu'il a quand même une vision du jeu qui est assez incroyable. Et justement, j'avais fait mon analyse la semaine passée dans ma newsletter sur ce point-là, et le fait que Robert Mayer est le premier relanceur, on va dire, j'ai l'impression de parler de football, ou je sais pas, c'est le troisième défenseur de l'équipe, et il permet d'ouvrir tellement le jeu, de donner beaucoup plus d'options à la relance. Ça va quand t'as déjà Tom Ernest, quand t'as Vatanen, quand t'as Lecoultre, d'avoir encore un gars qui relance, tu te dis... Si besoin. Ouais, hein, on te dit, non, les autres... Et offensivement, on a pas mal parlé, j'ai l'impression que chaque saison où Linus Ullmark joue au hockey, on dit de toute façon lui les playoffs, blablabla, on connaît. Il y a le disque rayé autour de lui. Il me semble que si on regarde rien que le but décisif contre Zug l'autre soir de Josh Jarvis, il y a un petit en basket on appelle ça un passeva, ou je sais pas comment on appelle ça, on peut dire la même, avec Josh Jarvis. Petite flip pass. Ouais, elle était magnifique. C'est quand même un bon joueur de playoff, machin, non? Bah ouais, mais surtout qu'il va en puissance. De nouveau, contre Lugano, je l'ai pas trouvé incroyable. Même toute la ligne, hein. Joris, Artikainen et Ullmark étaient pas fous durant Lugano. Et petit à petit, ils ont commencé à grimper un peu en puissance. Et là, Ullmark, effectivement, il fait 2 points dans l'acte 5 contre Zug, en tout cas 2. Et puis voilà, mine de rien, en 2021, c'est lui qui aide aussi Genève à atteindre la finale. Enfin, je pense que tous ceux qui disent que ce n'est pas un joueur de playoff n'ont peut-être pas regardé tous les matchs de Genève Servette, parce que si on regarde dans l'ensemble, il fait quand même plus de bien que de mal à cette équipe du Genève Servette. Mais la ligne de centre, parce que là on parle juste de Joris, moi ce qui me plaît dans cette équipe, c'est de me dire qu'il y a Marc-Antoine Pouliot au centre de 4 et puis qu'on a encore Tanner Richard qui a le casque de top scorer. Puis t'oublies un triple goal là au milieu, s'il faut rajouter Phil Poula à la limite, hein, mais alors compléter Phil Poula, bien sûr, hein, le Phil Poula, c'est juste l'âge qui va peut-être me dire, je me demande juste. Il est extraordinaire, hein, il est fantastique. Est-ce que ça peut tenir sur une grande prolongation? Si par exemple, est-ce qu'il va peut-être pas faire une petite erreur, et pourtant normalement il est pas prompt aux erreurs, mais voilà. Tu peux poser la même question sur Daniel Winnick, mais finalement, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sébastien, mais la force de Genève, c'est que c'est pas eux qui sont censés, c'est pas eux les locomotives de cette équipe. Il y en a assez d'autres, entre justement Ullmark, Artikainen, tu viens de citer Jean-Fred, un Tanner Richard qui est exceptionnel durant ces playoffs, ce qui permet d'avoir ces joueurs hyper expérimentés en deuxième rideau, et donc d'être peut-être un petit peu moins important, d'être un peu caché dans les match-ups face aux lignes adverses, ce qui peut aussi les rendre un petit peu meilleurs et justement éviter ces moments un peu plus difficiles en les surutilisant pas. Je sais pas si tu partages, Sébastien. Ouais, totalement. Bah, c'est un peu la force de Genève Servette cette saison. Et puis même, alors j'ai pas toutes les statistiques, j'ai pas regardé avant l'enregistrement là, mais il me semble que la ligne Winnick, Phil Poula, Miranda, c'est quasiment celle qui a tout le temps été alignée contre la ligne de Kovar, Simeon et Hoffman. Et puis on les a pas beaucoup vus de cette demi-finale. Donc il y a aussi un sacré rôle. Phil Poula, on l'a vu plusieurs fois revenir en défense, presque jusque devant Robert Mayer pour intercepter un puck. Ils ont aussi eu leur rôle à jouer. Et puis ce qui est fou là-dedans, enfin c'est ce qui est un peu hallucinant du côté de Genève Servette. Nous on a de la peine encore à imaginer ça, parce qu'on revient des années où on avait parfois des équipes
beaucoup moins rutinante, mais c'est de se dire que Vincent Praplan, il est peut-être pas encore il n'a pas encore atteint son pic de forme sur ses playoffs, il l'avait en fin de saison, c'est un peu plus dur en série finale. Enfin, il y a 2-3 joueurs qui peuvent encore hausser leur niveau de jeu. Il y a un Noah Rod qui revient après une quand même assez longue absence. Donc voilà, il y a encore des forces de frappe, et c'est ce qui fait aussi la grosse différence, c'est qu'en 2021, Zug avait articulé tout son plan de jeu en finale contre Tom Ernest, on l'avait vu. Kovar l'avait chargé après 7 secondes pour l'éteindre, Abdelkader l'avait envoyé par-dessus la bande au Vernet. Bah là, ils peuvent museler Tom Ernest. Derrière, tu l'as mentionné avant Jean-Fred, il y a Vatanen, il y a Le Coultre, et puis devant, c'est pas la même force offensive. Donc au moins du côté de Genève Servette, on sait que si tu muselles une ligne, t'en as une autre qui arrive. Ça peut être la force de Genève Servette sur cette finale aussi. T'as dit le nom avant, j'avais une autre question, mais je vais juste rebondir. Vincent Praplan, on a des nouvelles parce qu'il n'a pas joué le dernier match contre Zug, il sera sur la glace vendredi? C'est un peu huis clos là. On n'a plus le droit de voir ce qui se passe sur la glace pendant les entraînements, et puis on peut rentrer que quand l'entraînement est terminé. Donc on n'a pas plus d'infos. On nous a dit au jour le jour. Après voilà, il a réussi à terminer son match contre Zug aussi l'autre jour. Il avait un petit bandage au poignet là, dans la zone mixte lors des interviews. Voilà, je pense qu'on le verra vendredi, mais alors ça je le dis vraiment sans validation de la part de quiconque au sein du club. D'accord, je vais écrire un article en disant selon mes informations, il est sur la glace. Mais lorsqu'on a fait le podcast avec Yann Caillé, il nous a dit que les entraînements c'était encore presque plus spectaculaire que les matchs, mais du coup on nous interdit d'y aller. Maintenant, comment on fait? Ouais, c'est un peu, en 2021, il y avait l'excuse du Covid, donc guillemets, pour dire, venez pas aux entraînements, on veut pas contaminer l'équipe. On croit ce qu'on dit, ce qu'on nous dit finalement. Et quand on voit ce qui se passe sur la glace, enfin, quand on voit la série qu'on a eue contre Zug, on peut imaginer qu'effectivement les entraînements sont plus spectaculaires. Mais ce qu'on a vu, en tout cas, cette saison, en allant régulièrement aux entraînements, c'était l'ambiance. C'est des gamins, en fait, ensemble. C'est incroyable. Dès qu'il y en a un qui met un petit pont à l'autre, c'est toute l'équipe qui jubile. Enfin, il y a une ambiance au sein de cette équipe qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Même en 2021, l'ambiance était de loin pas si bonne. Donc, je pense que on parle du vestiaire du Genève Servette assez régulièrement. Je pense que c'est quelque chose qui, dans les moments difficiles, peut aider les Grenats à s'en sortir. Mais voilà, on verra aussi, on verra sur la finale. C'est tellement indécis, et en plus c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent en play-off, qu'il y a tellement d'inconnus, on verra ce que ça va donner. Mais justement les huis clos, faut juste préciser que c'est pas une spécificité genevoise. Tout le monde ne le fait pas. Durant les play-offs, moi j'ai pu assister à des entraînements d'autres équipes, mais Lugano par exemple est une équipe qui fait également des huis clos durant les séries éliminatoires. Ça vient de plus en plus en Suisse. J'ai l'impression que quand j'ai commencé ce métier en 2005, on n'osait même pas imaginer ça. Ça rajeunit personne, je sais. On n'osait même pas imaginer ça, mais là c'est vrai que c'est en train de prendre un peu partout. Et j'ai pas l'impression qu'en Amérique du Nord ça se passe comme ça. Et je me demande justement Enfin bref, là on s'égare. C'était juste pour préciser cette histoire de huis clos. Mais ouais, c'est en train d'être un peu partout le cas. Bienne d'ailleurs, visiblement pas, si j'ai bien compris. Christian Kobi dans le Journal du Jura a fait un article sur la reprise du HC Bienne. Donc j'ai pas l'impression qu'on en soit là. On verra avec Cyril tout à l'heure. Dernière question, peut-être, on t'avait dit qu'on prendrait un petit quart d'heure, je crois que c'est Jean-Fred qui en avait une. Ouais, c'était que... est-ce que tu vas commenter des matchs avec Christophe Moser pendant cette finale? Oui, c'est prévu. Alors, de tête 2, 3, et puis 5, 6, 7. Ah, ok, donc 5, 6, 7. Donc ça veut dire que sur l'échelle du goal entre les jambes de Tom Ernest, on peut assister à encore un truc plus grand si Genève est champion. On sait pas comment, c'est jamais arrivé, donc on sait pas comment on réagirait à ce moment-là à l'antenne, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça se retrouvera sur les réseaux sociaux assez vite, si Genève venait à gagner cette série. On pourra te remobiliser une fois durant cette finale, parce qu'on a prévu de faire des épisodes, alors, pas chaque lendemain de match, parce que déjà le premier c'est samedi, puis le dimanche matin, personne n'a envie de faire des épisodes de podcast, j'ai l'impression, mais plus tard dans la série, on peut te remobiliser. Avec plaisir. De toute façon, on se croise, Greg, on se croise dans toutes les pattes, on se croise durant tous les actes, et puis Jean-Fred, quand t'es là, sans souci, on peut même le... Je serai là tout le temps. Je serai là tout le temps aussi. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci de l'invitation. Merci beaucoup, Seb. On se voit dès vendredi. Ouais. Ça marche. Ciao. Allez, bonne journée. Merci, pareil. Bon, après ce petit détour du côté de Genève, on va un peu plus au nord du côté de Bienne. Pour parler de Bienne, on a Cyril Pache, journaliste à Sport Center, donc le fournisseur de contenu pour 20 minutes le matin dimanche, 24h, tribune de Genève. Tu connais tout, on dirait que tu y as bossé. On dirait que j'y ai bossé, effectivement. Salut Cyril. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Cyril. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et vous? Très très bien. Ouais, on est impatients de cette finale. On parlait justement de l'excitation genevoise qui monte gentiment, mais sûrement, visiblement, à écouter Sébastien Tellet. J'ai vu la vente des billets pour les actes à Bienne. C'est pas gentiment que ça monte l'excitation à Bienne, non?
Ouais, alors à Bienne, on peut dire que l'engouement est total et puis ça date déjà depuis un petit moment, enfin depuis le début des playoffs. C'est déjà parti avec la série contre Berne, forcément, qui était émotionnelle contre le grand rival. Et puis, c'est vrai qu'on a eu une grande euphorie en ville. Enfin, tout le monde parle de hockey, tout le monde parle du HC Bienne. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce que ci et ça? Donc, ouais, puis on a vu le point culminant maintenant avec ces billets qui sont partis en quelques minutes et qui se retrouvent maintenant en ligne à des prix pas possibles, quoi. Et j'ai vu que ton copain de la Stammtisch, Lyndon Viglino, était scandalisé, à raison d'ailleurs, de voir des prix que j'ai vu 4 billets pour 600 balles, des trucs, ou même plus. Ah ouais, au-delà de 1000. Ah, maintenant c'est monté comme ça. Ah ouais, ça veut rien dire. Mais puis il y a des gens qui disaient ouais, faut les enlever, faut les bloquer. Puis t'es un peu là, ouais, mais c'est le libre marché. Au bout d'un moment, c'est pas très correct pour les gens, mais à un moment, bah ils font ce qu'ils veulent, j'ai l'impression. Ouais, c'est marrant, c'est un phénomène, on n'en a pas vraiment l'habitude en fait en Suisse d'avoir du marché noir en général. Pour les concerts, tu sais. Voilà, pour les concerts, ouais, mais je dis dans le sport et particulièrement dans le hockey, on n'est pas confronté à ça en général, donc c'est un peu nouveau. Je pense que tout le monde est un peu surpris, même le HC Bienne est surpris. Et puis, ben voilà, c'est vrai que c'est pas correct, mais voilà, c'est un phénomène global qui se retrouve dans plein d'autres domaines en fait. J'ai posé la question à Sébastien directement et je vais te la poser à toi aussi, avec une petite intro quand même. C'est la question que tout le monde se pose, j'ai l'impression, depuis 5 jours, sauf les Biennois. Est-ce que Bienne est roman? Et avant de te laisser répondre, juste, j'ai dû écrire sur la demande de mes collègues de Blick Alémanique sur cette question précise, est-ce que Bienne est roman? Dans le Blick Alémanique, donc je précise que j'ai écrit en français, ça a été très gentiment traduit par mon collègue Stéphane en allemand, où j'ai donné mon avis. Donc si ça vous intéresse, mon avis, je pense pas, mais voilà, sur cette question. En Suisse allemande aussi, on se pose la question. Puis toi, t'en penses quoi de cette question? Alors non, Bienne n'est pas roman, et puis je crois qu'à Bienne on est assez fiers d'être biennois avant tout. Donc voilà, c'est vraiment le mélange de culture. On n'a pas plus en commun avec un Genevois qu'avec un Saint-Gallois, donc c'est vraiment pile au milieu, quoi. Mais voilà, c'est quand même une ville avec un très fort pourcentage de francophones. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. On est bientôt proche de la parité, quoi, francophone et alémanique. Donc ça, c'est un aspect qui est peut-être un petit peu méconnu, je pense, que depuis l'extérieur, on va dire. Absolument, parce que moi, j'aurais pensé que c'était 70-30, tu vois, un peu en faveur des alémaniques. Non, alors selon les chiffres officiels, je les ai plus. C'est 46% et 54%, voilà. C'était 37-63 il y a 20 ans. Ouais. Donc ça a vraiment évolué dans ce sens-là, comme tu le dis, Cyril. Ouais, donc Bienne, c'est avant tout quand même une ville très multiculturelle. Hein, on entend plein de langues, pas que du français et de l'allemand, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de francophones, donc je pense que si Bienne est champion, on peut quand même considérer ça comme un titre roman, quoi, pour être un petit peu chauvin. Mais en fait, à Bienne, ils n'ont qu'une langue, le HC Bienne. Exactement, j'aurais pas mieux formulé ça, Jean-Fred. On peut partir là-dessus. Ouais. Et si on vient justement un petit peu plus sur la glace, toi, tu t'attends à quoi comme finale et comment t'anticipes ce premier match déjà? On va pas se projeter trop loin, on va prendre match après match. Ouais, là, j'ai le sentiment que c'est la première fois depuis que je couvre un peu des finales du championnat de Suisse que on peut dire que c'est du 50-50 sans que ça soit complètement bateau comme réponse, parce que c'est vrai, si on regarde le classement de la saison régulière, les deux équipes à 101 points, elles ont différence de but, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est vraiment deux équipes qui sont qui se valent, quoi, avec chacune à ses propres qualités, ses points forts. Mais j'aurais franchement de la peine à trancher. Je donnerais un petit avantage à Genève quand même par rapport à sa fraction étrangère qui est quand même assez incroyable. Mais sinon, franchement, pour moi, c'est un peu du 50-50. Après, le premier match, je ne sais pas s'il faut lui donner plus d'importance que ça, en fait. Souvent, c'est clair que l'équipe qui joue à l'extérieur, si tu réussis à gagner le premier, voilà, après, si tu gagnes chez toi, tu finis la série en 6 matchs et c'est réglé. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme en saison régulière, quoi. 2 équipes à 101 points, là, ça peut aller qu'en 7 matchs, à mon avis.
Ben, on le souhaite, un match 7 entre Genève et Bienne. Je dois t'avouer que je me lèverai assez tôt pour venir sur place le couvrir, celui-ci. Oui, parce que surtout qu'il faut avec les bouchons. Donc, t'as 2 heures de bouchon minimum, c'est le tarif. Je proposerais de le relocaliser ailleurs, le match 7, genre à Berne. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait le jouer à Berne. Ouais. Surtout pour remplir la patinoire, accessoirement. Ouais. Un aspect de ces playoffs, alors on s'éloigne un tout petit peu de la glace, mais pas tant, on va juste sur le banc. Il y a eu l'annonce de la rechute d'Antti Tormenainen de sa maladie qui a forcément ébranlé tout le monde avant les playoffs. Toi, tu l'as vécu comment? Je voulais dire de l'intérieur. T'es plus de l'intérieur que nous, on va dire, qui suivons un peu tous les clubs, toi aussi. Mais t'as suivi le parcours biennois depuis le premier tour des playoffs, moi que depuis le deuxième. T'as vécu ça comment, cette situation? Disons que les joueurs ont été tout le monde a été surpris évidemment par cette annonce, mais les joueurs se doutaient un peu qu'il y avait un truc un peu bizarre déjà au premier tour avec leur entraîneur, mais voilà, ils ont été surpris et choqués quand il y a eu l'annonce officielle. Après, le sentiment que j'ai eu au début, juste après l'annonce, c'est que tout le monde essayait un petit peu de minimiser toutes les influences que ça pourrait avoir sur l'équipe, parce qu'évidemment, personne pouvait savoir si ça allait donner une dynamique plutôt positive ou alors si l'équipe allait s'écrouler après ce qui arrivait à l'entraîneur. Et puis, voilà, je pense que au final, c'est clair que c'est une équipe qui est unie comme jamais autour de son entraîneur, malgré tout ce que les joueurs peuvent dire ou minimiser, mais c'est clair que c'est un coach qui est apprécié. Et on le sent, il y a un supplément d'âme qui vient de là, en fait. Ce 4-0 contre Zurich, je t'avoue que moi, j'ai été ultra surpris. Pas de voir la finale, pas de voir qu'au final, c'est Bienne qui a gagné, bien entendu, mais que ça a été aussi net que ça, au final. Est-ce que tu penses que, avec le recul, ce côté d'Antti Tormenainen, cette histoire, ça les a un petit peu poussés, ce qui a fait peut-être que Bienne est allé chercher même ce quatrième match quand ils étaient menés 3-1, puis que finalement ils n'ont jamais paniqué, puis qu'ils se sont imposés 5-3. Ouais, oui, moi je pense clairement que oui, ça a boosté l'équipe, c'est sûr. Mais je pense que surtout que mentalement, c'est plutôt le premier tour qui a beaucoup joué, battre Berne, ce que Bienne n'avait jamais pu faire dans toute son histoire, en fait. Ils sont libérés vraiment d'un gros complexe. Et puis, au fur et à mesure, on a vu qu'ils arrivaient un peu à gérer ces matchs charnières qui, par le passé, posaient tant de problèmes, quoi. Et au fur et à mesure que ça avançait, la confiance est arrivée. Il y a eu l'histoire avec Tormenainen qui a boosté tout le monde. Et puis, voilà, c'est l'effet boule de neige, quoi, en fait. Tu parles justement de complexe. C'est vrai que si on regarde l'historique récent du HC Bienne en play-off, il y a eu pas mal de traumatismes, si j'ose utiliser ce terme qui est peut-être un petit peu trop fort, mais quand même il y a eu des séries qui étaient compliquées, notamment une série où tu mènes 2-0 contre Zurich avant de la perdre, etc. Toi, tu as vu un tournant à un moment où quelque chose, ou l'arrivée de quelqu'un qui justifie finalement ce changement d'état d'esprit, ou c'est plutôt une progression qu'on pourrait dire assez linéaire? Moi, je pense que c'est plutôt une progression linéaire, quoi. C'est quand même une équipe qui est ensemble depuis un moment. Il y a pas mal de joueurs, justement, qui étaient là quand il y a eu ces traumatismes. Je trouve que c'est pas un mot exagéré, en fait, parce que ça a vraiment laissé des traces, quoi, ces éliminations dramatiques. Mais voilà, c'est une équipe qui a mûri. Il y a des joueurs qui étaient là, d'autres qui sont frais, qui n'ont pas connu ces éliminations, donc qui jouait assez librement. Je pense à Yannick Radgeb, c'est déjà à la base quelqu'un qui a énormément de confiance en lui. Donc, en plus, il n'était pas là quand il y a eu ces éliminations. Donc, pour lui, ça ne le touche absolument pas. Après, bien sûr, la grande différence aussi sur le plan sportif, c'est le gardien, quoi. Harri Setteri, c'est un peu comme avoir Leonardo Giannoni au but, quoi. Donc, ça donne énormément de confiance et puis ça permet aussi justement de maîtriser ces matchs charnières. Et puis, on a vu chaque fois que Bienne a eu besoin de gagner, voilà, il était là, il a sorti les matchs qu'il fallait. Et puis, voilà, au final, ça donne de la confiance à tout le monde. On a parlé toi, tu viens de mentionner Setteri, dont on en a beaucoup parlé tout au long de la saison, à quel point il était fort. On a aussi pas mal mis en avant l'attaque biennoise. Il y avait l'alignage de Zo, maintenant il y a Rayala qui est pas mal, mais il y a un point, et c'est Geoffrey Vauclair sur le plateau des Pécalistes, et j'aurais bien voulu savoir ce que tu pensais. Il disait, mais finalement, ce qui fait la force aussi de Bienne, c'est la défense, et qu'on a peut-être tendance à
oublier un petit peu ça, qu'on ne considère pas les Forster, les Schneeberger ou bien les Löw comme une top défense, alors que finalement, elle est en train de montrer qu'elle est là. Oui, alors pour moi, la défense, c'est clairement le point fort, quoi. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà de l'expérience. Forster, Grossman, mine de rien, c'est un des meilleurs transferts de ces dernières années. Hein. C'est assez fou de voir ça comme ça quand on y pense. Quand on se souvient du parcours chaotique qu'il a eu à Lausanne. Mais il y a beaucoup de gars qui ont de l'expérience et une défense qui a l'habitude de jouer ensemble. Il y a très peu de changements dans les paires de défense, donc ils se trouvent facilement. Et puis, tout part de là, en fait. Du gardien, une défense c'est une défense qui sait garder le puck, qui est très créative, hein, mine de rien. C'est pas forcément des très grands noms, bien des noms hyper flashy, mais déjà rien que les étrangers, Yakovenko, Löw, c'est vraiment du haut niveau. Et tous les joueurs à Bienne, ils arrivent vraiment à temporiser, à garder le puck. Et puis c'est l'essence même du jeu de Bienne, quoi. C'est de pas se précipiter. On voit jamais des défenseurs qui balancent des pucks sur le but comme on peut voir dans d'autres équipes, quoi. C'est vraiment un jeu qui est très posé. Et voilà, tout part de là. Et pour moi, oui, en effet, la défense, c'est vraiment le point fort. Qu'est-ce qui pourrait faire mal à Bienne, finalement, dans cette finale ? Selon vous, en fait ? Alors, je vais juste répondre un nom, Artikainen. Je pense qu'il fait mal à tout le monde, Artikainen. Je sais pas si t'as un autre nom, il n'y a pas que lui à Genève, mais faire mal, je pense que lui, il fait mal. Ouais, je suis très d'accord avec Greg. J'ajouterais aussi des joueurs d'expérience comme Phil Poula quand même, quoi. Enfin, des gars qui ont tout gagné dans leur carrière. Il y a aussi Vatanen, mine de rien. Enfin, des étrangers sont tous tellement forts. Ils sont capables de tourner des matchs. Enfin, c'est souvent un peu le sentiment que j'ai quand je vois Genève. Peut-être que je me trompe, peut-être que les stats me donneraient tort, mais j'ai souvent l'impression que c'est quand même toujours un peu les mêmes. Artikainen, Tom Ernest, Phil Poula ou Winnick qui font le boulot au début, puis après, ça suit, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est eux qui les décapsuleurs, entre guillemets, quoi. J'ai eu mon collègue Stéphane du côté de Blick Alémanique qui a fait un article sur l'expérience biennoise et le nombre de titres remportés. Alors rien que Beat Forster, c'est 6 titres, donc c'est plus que tout Genève réuni, de champion de Suisse évidemment, parce que en termes d'expérience à l'international, on va dire Genève est pas en reste, mais les joueurs suisses, on va dire, sont en reste du côté de Genève. Tu penses, toi, Cyril, que cet aspect savoir gagner des titres, ça a une importance, ou finalement, là, on arrive dans une période où faut juste jouer et gagner des matchs. Toi, de ton expérience d'ancien joueur, tu penses que ça peut magnifier un groupe ? Alors, j'ai aussi préparé un article sur le sujet, puis en effet, ça m'a aussi frappé. Je m'y attendais pas, mais il y a énormément de joueurs à Bienne qui ont déjà gagné. Je sais pas, il y a à peu près la moitié de l'équipe ou plus même qui a déjà gagné des titres. Si on inclut aussi les titres internationaux, mais oui, je pense que ce bagage-là est très important. Alors, Genève est allé, ça sera la 4e finale pour Genève. Alors évidemment, il n'y a pas tout le monde qui aura fait les 4 finales. Mais je pense que ça joue un grand rôle, en fait, d'avoir des gars qui ont déjà gagné des titres, qui se sont déjà retrouvés dans une situation finalement où la tension est plus élevée, qui perdent pas les pédales facilement. Et je pense que ça peut être un avantage du côté de Bienne, en fait. Voilà, par rapport au nombre de gars qui ont déjà dans leur carrière connu déjà tout ça, en fait. Si on se souvient un peu de Zug a dû faire 2 ou 3 fois la finale, je crois, avant de gagner la première fois. Mais là, c'était tous des joueurs qui n'avaient pas vraiment gagné des titres avant ça, quoi, à part Genoni, bien sûr. Et voilà, pour Bienne, c'est un peu différent, j'ai le sentiment, parce que voilà, la moitié de l'équipe est déjà passée par là, quoi. Si on te met dans la peau d'un Titermenen, tu fais quoi pour essayer de bloquer Genève ? C'est quoi ton plan de match sur ce premier acte déjà ? Je pense que le plan de match de Bienne, en fait, c'est le même plan de match que toujours, quoi. C'est la vitesse. Bienne peut gagner sur la vitesse. Et c'est ça, quoi. Si ils arrivent justement à avoir la possession du puck, à jouer en vitesse, c'est là qu'ils peuvent poser des problèmes à Genève. Mais le problème, c'est qu'en face, Genève a aussi ces arguments-là, quoi. Donc c'est difficile. Je pense que Bienne ne doit pas trop se poser de questions, puis jouer bêtement son jeu, en fait, quoi.
Je pense on avait aussi prévu un petit quart d'heure avec toi. Ta finale va se passer comment? On pourra te lire forcément sur le matin, on pourra te lire un petit peu partout sur les titres dont j'ai parlé tout à l'heure. Fais-nous ta pub, qu'est-ce qu'on pourra lire de toi avant la finale? Ouais, écoute, voilà, c'est ça, ouais, je vais surtout suivre ça pour le matin, pour 20 minutes, avec mon collègue Simon Meyer, qui lui a plus un œil pour la tribune de Genève. Et puis, voilà, en espérant qu'il y ait plein de rebondissements, plein de bonnes petites histoires à raconter, quoi. Toi, t'aimes le hockey qui donne des émotions, hein, c'est juste? Ah oui, écoute, bien sûr, mais comme tout le monde, hein, je pense que c'est... Non, mais parce que nous, on n'est pas des anciens joueurs. Puis toi, t'as ce côté, t'as ce regard que nous, on n'a pas. Mais toi, t'aimes bien des fois, justement, les histoires autour de ça. Oui, j'aime bien les histoires. Je me réjouis de... J'ai très peu vu Genève depuis le début des playoffs, mais je crois que Greg a beaucoup écrit sur Tanner Richard. Je me réjouis beaucoup de voir ce qui nous prépare pour cette finale. Je crois que moi, j'aime bien des joueurs comme ça qui mettent un peu des émotions. Puis c'est vrai que, alors il a une grande gueule et tout, mais faut lui laisser quand même qu'il assume derrière, quoi. Contrairement à d'autres qui étaient au début du parcours du HC bien en playoff, c'est ça que tu veux dire? Exactement, sans donner de nom, mais non, mais écoute, moi je trouve que ça fait partie du jeu. Il faut pas dépasser non plus les bornes, mais je crois qu'un petit peu d'étincelle dans des matchs, c'est ça qui est beau, quoi. Pour l'instant, les playoffs étaient assez gentils de manière générale, j'ai trouvé, quoi. Il n'y avait pas de grande animosité. Je suis pas persuadé non plus qu'entre Bienne et Genève, il y ait énormément de contentieux ou d'animosité, mais on verra comment ça se développe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me fais la réflexion au moment où tu dis ça. On n'a pas eu d'articles qui ont tenu pendant 4 jours sur fallait-il suspendre. Je sais pas, j'allais dire un nom au hasard du côté de Zug, mais on va pas le citer. Fallait-il le suspendre? Pourquoi n'a-t-il pas été suspendu? Analyser des vidéos pendant 25 screenshots différents pour essayer de voir si le coup tape à la tête. C'est vrai que t'as raison, ces playoffs ont été gentils, je sais pas si c'est... Mais propre, en tout cas. Propre, je pense que c'est effectivement très juste. Et réjouissons-nous de cette finale en 2 équipes qui savent jouer un hockey propre également. Et exactement, c'est vraiment une des finales, franchement, les plus excitantes de ces dernières années, déjà rien que parce qu'il y aura un nouveau champion, mais surtout, voilà, je trouve que c'est cool qu'on retrouve les 2 meilleures équipes de la saison en finale, voilà. Parfait, je me réjouis de la suivre en ta compagnie. On va se croiser ces prochains jours. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Dernière question. Les entraînements sont-ils à huis clos à Bienne? Non, alors Bienne... Voilà. Que ce soit le mois d'août, le mois de novembre ou en finale des playoffs, il n'y a rien qui change, quoi. Tout le monde est bienvenu et puis il n'y a rien à cacher. Ici, c'est entraînement. Exactement. Ici, c'est libre, c'est ouvert. Parfait. Il me semblait bien, mais j'avais un petit doute. Et, on l'a évoqué pour Genève, et Genève n'est pas le seul à le faire, mais c'est vrai qu'eux, ils sont à huis clos en play-off. Mais il me semblait bien que Bienne, ça n'était pas le cas. Merci pour ton temps. Merci, et puis on se réjouit de te croiser dès vendredi soir et de te lire des vendredis soirs et samedi matin. Ouais, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Allez, salut Colfax. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, alors la partie pronostic, il y a un match en Norvège entre Stavanger et je sais pas qui, c'est ça, non? C'est hyper intéressant. Non, mais c'est surtout parce qu'en fait, les pronostics, j'ai l'impression que les gens sont extrêmement attentifs parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent parier l'inverse de ce qu'on va dire. Et ça m'a fait rire de voir sur les réseaux sociaux que les gens, en fait, on avait le marché noir de Bienne et on avait le marché noir des pronostics de Greg que tu pouvais vendre à bon prix, de savoir si tu disais non, surtout ne mets pas Genève, je te donne de l'argent pour que tu dises que c'est Bienne qui va l'emporter. Ouais, ça devient un peu exagéré, mais j'aime bien rigoler. Mais en fait, moi, j'avoue n'avoir pas cru en Bienne durant ces séries. En me disant, ils ont un passif avec les playoffs qui est trop important. Ils vont pas s'en sortir à cause de ça. Je suis allé au bout de mon truc. j'ai eu tort jusqu'au bout. Et on se réjouit de la suite. On parlera forcément plus en détail durant la série de cette série Genève-Bienne. Mais là, on va s'intéresser au match 1. Genève est évidemment favori. Je dis évidemment parce qu'ils sont à la maison. Et Genève est à 1,90 sur la Loro. Match nul à 3,90. La victoire de Bienne est à 3-1. Là aussi, on peut s'amuser à réfléchir. Est-ce qu'il y aura peu de buts? Est-ce qu'il y aura beaucoup de buts? Est-ce que Genève va gagner avec peu de buts? Est-ce que Genève va gagner avec beaucoup de buts? Mais déjà, si on réfléchit purement simple, 1x2,
Toi, t'es sur quoi? Si je reste sur mon prono des pécalistes, j'avais dit 2-2, donc j'imaginais en fait une victoire après prolongation d'un des deux clubs. Donc je serais plutôt partisan du match nul, mais j'ai toujours de la peine à mettre le match nul comme ça. Il y a un truc qui me bloque, et que si je devais quand même donner un petit avantage dans ce premier match, je serais quand même en me disant que Genève, c'est... Et puis en 90, à part ça, c'est intéressant. Hein. C'est pas une cote dégueu. Hein. Non, c'est une jolie cote. Je suis assez d'accord avec toi. Je risque, moi, de partir sur Genève à la maison. Parce que je me dis que Genève est quand même vraiment, vraiment fort à la maison. Si bien gagne, ça fait 7 victoires de suite. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein, il y avait 2-2 dans la série contre Berne, donc 4-2 et puis 4-0. Donc ce serait une 7e victoire de suite. Ce serait assez incroyable. Ce serait beaucoup, ouais. Ce serait vraiment beaucoup. Moi, je vois quand même Genève gagner. Je me demande si on n'a pas un match pas fermé, mais entre deux très bonnes défenses. On en a parlé beaucoup avant, entre une équipe biennoise qui va pas aller là-bas pour trop se découvrir et partir la fleur au fusil. Genève a un arrière-garde solide. Mais bon, les deux équipes peuvent marquer 5 buts, donc se dire qu'il y aura peu de buts, c'est quand même dangereux. Par contre, moi je risque quand même de partir sur Genève. Voir Genève avec handicap, sachant que le 2 buts d'écart, il est vite atteint avec les gardiens sortis en fin de rencontre. Et puis surtout Robert Mayer qui tente de marquer un goal. Alors, il a plus de buts que certains autres joueurs de cette série, effectivement, avec 1. Ce qui n'est pas une honte d'avoir 0 but en play-off, on est bien d'accord. Handicap à 2,45 sur le site de l'Euro également. Là aussi, c'est aussi une option. Je pourrais m'imaginer partir sur Genève, soit Genève avec handicap. Ok, tout ça, on vous retrouverez vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Et puis, d'ici là, on aura eu le temps de cogiter, en fait. Exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on passe au barrage et on passe au soulagement complètement logique et légitime des Ajoulots. Je pense que j'ai essayé d'appeler, c'était mardi, pour faire un retour sur cette série, parce que j'étais pas à la patinoire des Mélèzes lundi quand Ajoie s'est imposé 3-2 et a remporté ce barrage 4-2. Quelqu'un m'a dit ils sont sous l'eau. J'ai dit t'es sûr que c'est de l'eau? Et il m'a dit ouais non, pour lui oui, pour d'autres c'est vrai que voilà. Et finalement j'ai quand même obtenu Alain Birbaum qui m'a gentiment répondu et qui m'a demandé quand il y avait un épisode de Cold Facts. Je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, il y en a un demain. Il dit parce que la semaine passée il n'y avait pas. Donc voilà. Salut s'il nous écoute. Et qui a dit que effectivement c'était un gros soulagement à Porrentruy. Et on le sait, hein, là, ils ont annoncé de nouveau un budget de 15 millions pour la saison à venir. Alain Birbaum me disait qu'il ne pensait pas que le club allait être en banqueroute. Alors que certains nous disaient, ouais, mais si Ajoie redescend en Swiss League, les gars, ça va vraiment être compliqué parce que finalement, tous les sponsors qui étaient là, ils étaient là parce que c'est de la National League. Les infrastructures que tu as construites, les trucs pour les VIP en Swiss League, non, en fait, c'est plus très intéressant. Ils ont une académie aussi, ils construisent des choses autour de la patinoire. Enfin, ça remettait en cause plein de choses sur leur modèle économique qui était en train de se construire gentiment pour de la National League. Et puis moi je me disais aussi mais c'est un cadeau empoisonné en fait pour la Chaux-de-Fonds de monter, c'est que ça aurait fait tomber Ajoie et que finalement ça mettait en péril Chaux-de-Fonds qui aurait déjà dû monter avec la trouille au ventre de pas avoir cette année gratos qu'Ajoie avait. C'est vrai qu'Ajoie a bénéficié d'une année charnière ou d'une année pont sans relégation pour se solidifier un peu. On voit que le travail est encore en cours. Il y a encore du travail et je pense que... Il y en aura toujours. Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'écouter Colfax du côté de Porrentruy pour se rendre compte qu'il y a encore pas mal de boulot. Ça s'est vu finalement. Ajoie était à 2 défaites d'être vraiment mal et était à 3 minutes de jouer un match 7 à la maison. Et là, honnêtement... Il y en a un des deux à ce micro qui aurait adoré y être. Il y en a un des deux autres qui est trop casanier pour adorer y être. Je sais pas de qui on parle, mais les gens savent. Les vrais savent. Les vrais savent. Moi, j'aurais adoré. Hein. Je donne pas d'indice. Ah bon? Moi, j'aurais adoré y être. J'aurais adoré vivre ça. Mais oui, comme tu l'as dit, tu as dit le mot soulagement. Je pense que du côté d'Ajoie, c'est un soulagement absolu. Et du côté de Chaux-de-Fonds, il y a forcément une déception. Mais au bout d'un moment, il y a eu le titre
le titre de Swiss League qui a été remporté. J'essaie d'éviter de dire titre de champion suisse de Swiss League parce que c'est un peu bizarre, ce champion suisse de Ligue B qu'il y avait à une époque aussi. Ils ont remporté la Swiss League. Saison exceptionnelle, ils ont vraiment montré au HCA qu'ils méritaient d'être là, qu'ils pouvaient régater avec une bonne équipe, avec une équipe de National League. Et déjà rien que ça, c'est apporté au crédit de Louis Matt et de Loïc Bourcalter, les architectes de ce club, de cette équipe. Louis Matt, c'était un pari osé. De donner un bon à quelqu'un qui avait peu d'expérience en tant que head, qui avait une expérience énorme en tant qu'entraîneur assistant, et il a prouvé qu'un bon assistant peut faire un très bon entraîneur. Personne n'en doutait, mais lui en tout cas a été la preuve. Du coup maintenant à René Matt de prendre le relais après toutes ces années en tant qu'assistant, de prendre un banc quelque part, non? Ouais, mais c'était quand même ce 6e match. Je crois que les tirs c'était quelque chose comme 48-33 en faveur de Chaux-de-Fonds jusqu'à la 57e, mais on va dire jusqu'à la 56e, ils font pas les malins à Joie, clairement. Et puis tout d'un coup il y a Asselin qui débloque, qui permet d'égaliser, et ça redonne forcément quelque chose. Tu te dis jusqu'à présent au moins là on peut aller en prolongation, et puis derrière il y a encore ce but de Leduc. Et c'est ce que me disait aussi Alain Birbaum, c'était très intéressant. Il dit que c'était un peu, pas le paria, mais il avait été mis dans la bordure. Il sait qu'il n'allait pas rester. Et puis que finalement, leur vestiaire était sain et il s'était dit les choses et qu'il n'y avait personne qui était frustré finalement plus que ça, puisque Leduc, il est quand même entré en jeu, je crois, à partir du match... Est-ce que c'est à partir du match 3 ou peut-être à partir du match 2 ? Mais en tout cas, il a aussi fait basculer cette série parce qu'il il était peut-être un peu forcé, Julien Vauclair, puisque Jonathan Hazen a été blessé très tôt dans cette série. On rappelle, hein, pas De Vos, pas Hazen, pas Gauthier, qu'on imaginait être avec Brennan les 4 joueurs. Et finalement, Leduc, Asselin, on disait aussi avant ce barrage que la chance du club de National League, c'était que, ok, tu peux jouer qu'à 4 étrangers, mais t'en as 7 sous contrat. Donc, si par hasard t'en as quelques-uns qui tombent au combat, t'en as d'autres pour les remplacer. Ou t'as d'autres options aussi. T'as d'autres Absolument. Mais de mettre un deuxième étranger derrière, d'en mettre 4 devant. Enfin, il y avait une flexibilité. Alors qu'à Chaux-de-Fonds, on va dire que oui, ils avaient pu en mettre 4 avec en ajouter 2 aux 2 qu'ils avaient de base, mais que s'il y en a un qui venait être blessé, ils jouaient à 3 étrangers, ce qui n'était pas le cas du côté d'Ajoie. Ça, c'est aussi un peu pour dire que forcément le club de National League, qui est déjà avantagé, a quand même chaque fois des petits avantages, l'avantage de la glace, ce nombre d'étrangers qui est quand même plus favorable à lui parce qu'il a qu'à en retrancher, ils sont déjà sous contrat, il n'a pas besoin de... Je dis pas que c'est simple, hein, mais... Et que finalement, malgré tout ça, dans le vestiaire jurassien, ça n'a pas porté préjudice. Il a eu... je vais... pas trahir ce que me disait Alain Birbaum, parce que j'ai pas pu l'écrire comme ça, j'ai mis CH 3 petits points, mais après le deuxième match, quand ils sont dans le vestiaire à Chaux-de-Fonds, il dit on s'est chié dessus et ils se sont regardés, il m'a dit on s'est parlé dans le vestiaire, on a dit les termes entre nous, qu'on pouvait pas rester comme ça, et que c'est que finalement ça s'est matérialisé à la fois sur le match 3 finalement, où ils sont menés 2-0, ils font pas les malins, et en fin de deuxième tiers, Birbaum et Asselin permettent à Ajoie d'égaliser. Après, c'est le troisième tiers, pas de but. La première prolongation, pas de but. Et il faut attendre la 93e minute pour que Jordan Hauert et son numéro 93 marque son premier but en National League. Et c'est une belle histoire. Tu me montres Jordan Hauert sur ton... J'étais sur sa fiche Elite Prospect. Je voulais justement enchaîner sur Jordan Hauert pour... rendre un hommage, c'est un bien grand mot. Ouais, mais... Il a pris sa retraite sur cette victoire, sur ce maintien de son club j'allais dire de toujours. Oui, de toujours. Il a fait 2 petites... piges à Bienne, hein. 2 piges, une à Bienne, une à Langnau en 2010 et en 2012. Il fait 10 matchs à Bienne en 2010. Il joue un match avec Langnau en 2012, mais c'était des prêts de fin de saison. Mais son club de toujours, évidemment. C'est un junior du club. C'est son papa. Hauert du côté d'Ajoie, c'est une institution avec son papa qui est président du club. Ça aurait été terrible qu'il termine sa carrière sur une relégation. Ça aurait été l'anti-Steven Barras. Steven Barras qui a pris sa retraite sur le titre avec le HCA. Lui, ça aurait été terrible de terminer sur la relégation. Donc du coup, tout est bien qui finit bien pour Jordan Hauert.
Et j'arrive pas à me dire ouais, mais quand même, pense à la chaux de fond, ça doit être terrible. Oui, c'est clairement difficile pour eux, mais Absolument. comme tu l'as dit justement avant, c'était peut-être aussi un peu tôt pour le HCC d'être promu maintenant. On sait qu'il y a une patinoire qui est en préparation. Ils ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser toute une région autour d'un club. Il paraît que c'était de la folie. Nous, on se rend pas compte parce qu'on n'est pas là-bas. Mais vraiment, des gens m'ont dit, non, mais ils ont vécu le titre en 96, mais ça, c'est les anciens il y a 27 ans. Tous les jeunes, on leur a dit, oui, on était en haut. Ah ouais, d'accord, mais nous, on ne savait pas ça. Et donc là, ils ont vraiment vécu quelque chose de... il y avait un engouement sans précédent. Cyril en parlait avec Bienne et visiblement, à la chaux de fond, c'était complètement fou. Exactement. Et du coup, ça me prouve que le HCC peut légitimement briguer une place en haut. Et est-ce qu'ils peuvent financièrement rester en haut, jouer un rôle en haut, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a une année, on n'aurait pas dit ça. On se serait dit, ouais, bon, le HCC, ouais, quand même, plutôt Holton, plutôt Viège, ils ont les infrastructures déjà. Mais d'ici pas trop longtemps, les malaises vont être rénovées, visiblement, ça va être une rénovation à la fribourgeoise, à savoir, on garde la glace. Donc, il y aura une nouvelle infrastructure. Il y a une région qui sait se mobiliser pour ce club. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont peut-être aussi pris d'amour pour le club, alors qu'ils avaient peut-être un peu perdu ce lien récemment. Là, il y a eu vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de monde, beaucoup d'engouement. Et finalement, c'est que positif, même si à la fin, ça se termine pas très bien par cette défaite. Mais ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont réalisé, je trouve. Mais c'est la construction de l'équipe aussi. Tu vantais les mérites, à raison, de Louis Matt et de Loïc Bourcalter en disant que c'était l'architecte de cette équipe. Il y a un moment, il va falloir aussi trouver une solution parce que Huguenin, Petrini, des gens qui ont été prêtés par des clubs du haut. Heureusement que c'était pas contre Langnau, sinon ils auraient pas pu jouer. Ça aurait quand même été un sacré coup dur. Puis finalement, un peu pour dire bah ouais voilà, vous c'est pas vous récoltez ce que vous semez parce que c'est pas vrai, mais pour dire toute la difficulté de construire un effectif compétitif avec des bons joueurs aux bonnes places. Si t'as pas un défenseur étranger, bah t'as un bon Suisse. C'était le cas avec Huguenin. Qui a un contrat pour la saison prochaine. Voilà, maintenant. Mais là, il n'aurait pas pu jouer contre Langnau parce qu'il avait été prêté. Donc, c'est un petit peu difficile. Il faut que Chaux de Fonds arrive à construire son effectif, en fait, par lui-même presque, sans avoir trop de prêts de joueurs qui pourraient finalement après leur être enlevés au moment le plus important de la saison. Et la saison prochaine, à part ça, parce que là, on est en train de dire c'est finalement c'est pas si mal pour la chaux de fond et puis tant mieux pour Ajoie, mais Ajoie, la saison prochaine, je peux déjà dire que les places 13-14, j'aurais de la peine à l'heure actuelle à pas mettre Ajoie à une de ces places-là et à de nouveau jouer peut-être le play-out. Et puis en Swiss League, on a maintenant Viège avec Heinz Sellers. Moi, c'est Viège en soi comme ça, le contingent me fait pas forcément peur. Mais le fait qu'il soit coaché par Heinz Sellers, qui a été capable de monter des équipes avec des gars pas forcément ultra brillants, mais qui adhèrent à son système, ça sera solide. Et il y aura des beaux matchs, je pense, en Swiss League malgré tout, même si le soufflet va sans doute un peu retomber du côté de la chaux de fond après les folles soirées à 5200 personnes au Mélèze. Forcément que quand on va recommencer le championnat contre des clubs moins huppés, ça va être un petit peu plus difficile de mobiliser. Pour la saison prochaine, il y aura Marco Forar qui a été signé comme défenseur expérimenté, défenseur défensif assez solide. Ce monde, ça va être là toute la saison. Devant, il signe Marquez Schliemann, qui est quand même un joueur qui a une expérience de National League assez forte. Il finit la saison à Langenthal. Il a presque un demi-but par match sur les 20 derniers matchs de la saison régulière. Ils ont déjà fait des jolis coups sur le marché. Et j'imagine que cette qualification pour la finale, cette finale remportée, le barrage, il y a un peu d'argent qui est rentré aussi. Et je pense que c'est ce qui peut aussi permettre à la Chaux de Fonds de pérenniser sa place parmi les Holton Viège. Chaux de Fonds, on en parlait tout le temps. On mettait Chaux de Fonds là au milieu. Même si Holton, faudra voir. Alors, clairement. Et ça a l'air d'être un peu plus compliqué là-bas. Et le fait que Langenthal sortir va probablement aider Holton. Parce qu'il se phagocytait un petit peu parmi entre les deux équipes de Soloro-Otargovienne. Ouais. Il se phagocytait un petit peu et ça va aussi permettre à peut-être à Holton de gratter un peu plus large. Mais
ça n'a pas l'air d'être ce que j'ai lu dans l'Autner Zeitung, c'est Marcel Courtat qui expliquait que c'était pas forcément tout rose actuellement et qu'ils hésitaient à baisser un petit peu la voilure. Donc, il y a peut-être une place à prendre aussi pour se pérenniser en haut, et Viège et Chaux-de-Fonds pourraient être les deux pôles de cette Swiss League. Pour Ajoie, tu mentionnais un peu les joueurs qui arrivaient à Chaux-de-Fonds. On a Yannick Fischer aussi. Ça, hier. Lui, vraiment, je me réjouis de le voir dans un contexte où on va lui donner peut-être les clés du deuxième PP. Ce serait assez intéressant de voir, ou en tout cas d'avoir un défenseur à caractère offensif qui a un rôle. Après, à lui de se faire sa place. Là, on est quoi ? On est en mi-avril. On espère ça avoir, en tout cas moi. Ça va peut-être pas se passer comme ça, il faudra qu'il se fasse sa place, mais on a vu avec Valentin Pilet, défenseur un peu physique aussi, qui a bien tenu son rôle, Thomas Thierry qui a bien tenu son rôle, Yannick Fischer c'est aussi un défenseur physique. Tu vois aussi où veut en venir Ajoie en se disant bon, faut qu'on ait quand même des bons hommes qui puissent répondre aux défis physiques. Yannick Fischer, grosse expérience. Oui. Plus d'expérience que des Pilets, sans doute plus d'expérience que des Thierry aussi. Mais ça sera pas si mal que ça pour Ajoie, pour solidifier, ancrer un peu plus leur défense. Je pense qu'effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Il va falloir remplacer le Duc, qui t'en parlait avant, qui va s'en aller normalement. Didier Brennan est toujours sous contrat, donc tu as ce premier défenseur très offensif qui existe, mais si tu peux prendre un deuxième défenseur avec un profil un peu plus, on va dire, all-around, mais à vocation un peu plus défensive. Tu as Yannick Fischer, qui est, comme tu dis, un joueur qui est expérimenté, mais il a que 32 ans. C'est pas non plus un vieux, dans le sens il est encore dans le bon âge pour amener vraiment quelque chose et ne pas venir terminer sa carrière en roue libre ici. Je pense vraiment pas que c'est l'idée ni le genre de la maison. Yannick Fischer, c'est bientôt 10 ans qu'il joue en National League. Il a participé à la promotion du Lausanne HC à l'époque, si tu te souviens. Absolument. Et là, il sort de 5 saisons en Ambry où il a tout le temps joué ses 50 matchs, ou presque. Donc, c'est une jolie addition pour le HCA et c'est un pas vers l'avant, mais comme tu l'as dit avant, par contre, ça reste court et il y aura des places à prendre d'un point de vue étranger quand même, et là, il ne faudra pas se planter. Et puis, il y a aussi une question qui me vient et finalement qui va se poser un peu partout, c'est que à Ajoie, Julien Vauclair va peut-être se mettre à la recherche va reprendre sa casquette de directeur sportif, va soigneusement enlever sa casquette de coach, visiblement, et aller chercher quelqu'un. On a vu avec Péchan comment ça s'est passé. C'était pas le bon casting. Est-ce qu'il devrait peut-être pas rester... Alors, j'ai une image qui me vient, c'est il quitte le banc, Ajoie est sauvé, et Julien Vauclair met la main sur la tête et on a l'impression qu'il y a 1000 images qui lui passent entre c'est fini, heureusement, parce que je pense qu'il prend ça très 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 à cœur et qu'il se dit ouf, j'ai fait mon job, on est sauvé, le club je l'ai pas relégué, on va dire, même si ce n'est pas sa faute. Comment toi tu imagines, est-ce qu'il ne devrait pas rester finalement, parce qu'il a prouvé qu'il était là? Je pense que quand il a mis Péchan à la porte pour prendre le banc, ça lui a pas mis du beurre dans les épinards, et il a fait ça de bonne grâce, j'en suis sûr. Et du coup, ça a permis à Ajoie de pas perdre d'argent. Fin de saison, il y a le contrat Gary Sheehan qui tombe, donc c'est aussi une charge en moins au budget. Je sais pas s'il y avait eu un accord qui avait été réglé ou pas, mais peu importe, c'est pas la question. Une chose est sûre, dès le 1er juin, il n'y a plus Gary Sheehan dans la masse salariale du club. Ça va aussi un petit peu aider. Donc du coup, est-ce que tu peux te dire, on peut essayer de trouver un coach? Oui. Ou alors justement, si lui, il a aimé cette place dans le vestiaire, sur le banc, peut-être pas à la fin de saison, mais avant, je pense, parce qu'on a vu cette fin de saison qui a été catastrophique. On peut vraiment le dire, parce qu'ils étaient vraiment mal en étant menés 2-0 contre Chaux-de-Fonds. Oui. Avant, c'était pas mal. Ajoie arrivait à régater, à faire des points contre des équipes de National League, à finir la saison, certes dernier, mais largement moins largué que la saison d'avant. Le play-out, s'ils font pas des fois 2-3 bêtises, ils auraient pu pousser encore Langnau un peu plus loin. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a un petit goût de reviens-y pour Julien Vauclair sur le banc? Peut-être.
Mais ça passera par de l'aide. Il va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Et là, il a Noeline Zanata comme assistant. Il lui faut du renfort dans les bureaux, je pense aussi, parce qu'il peut pas tout gérer. Il y a Kim Obelman. Mais il est directeur administratif. Ouais. Bah, c'est quand même du renfort dans les bureaux, quoi. Non, mais bon, on dirait un Gerd Senezer en Fribourg-Gotteron, Ouais. un assistant de GM. Il faut renforcer cette structure-là parce qu'il peut pas aller scouter des joueurs. Il a 2 frères. Hein. Ouais. Il n'y a que 2. Non, il en a même plus, mais voilà, ouais, il me ouais. semblait bien. Et il a besoin d'aide à ce niveau-là. Sinon, il va juste pas s'en sortir sur le long terme. À court et moyen terme, comme ça s'est passé là, c'est faisable. J'imagine que son entourage a dû faire des concessions, mais c'est faisable. Par contre, il lui faut de l'aide. Et c'est pas Kimo Bellman l'aide. Kimo, c'est une aide énorme pour l'organisation du club en lui-même, mais pas pour l'organisation sportive. Et si Ajoa veut arriver, ils peuvent garder Julien Auclair sur le banc, mais pas que lui. Il faut lui donner des moyens pour se renforcer à tous les niveaux et puis à avoir des gens autour de lui qui le soulagent un petit peu. Puis on termine cet épisode de Colfax avec l'équipe de Suisse, puisque c'est un peu l'acte fondateur, tu disais, hors antenne, on va dire, l'acte fondateur de Colfax. On se rappelle, c'était avant de partir au championnat du monde à Copenhague qu'on avait décidé de lancer cette aventure. Donc forcément, ça nous tient toujours à cœur de parler de l'équipe de Suisse. Parce que nous, la saison, elle se termine quand on est dans un pays quelconque au mois de mai, fin mai en général, et puis qu'on doit rentrer parce que la Suisse s'est fait éliminer en quart de finale. Ces derniers temps, c'est un petit peu ça. Ouais, exactement. Et là, pour préparer cette histoire, alors bon, quand la finale se dispute entre Davos et Berne géographiquement, et nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, et puis on va voir des matchs amicaux de l'équipe de Suisse, et on se dit, ouais, quand même, c'est intéressant. Là, avec Genève-Bienne, on va pas se mentir, l'intérêt va pas être total autour de l'équipe de Suisse, mais il y a quand même 4 matchs amicaux de l'équipe de Suisse. Et surtout qu'ils sont... il y en a un match le 14, oui. Donc le jour de la finale. Exactement. 2 fois contre la Slovaquie, 2 fois contre la France. Il y a un match à Porrentruy, un match à Viège, un match à Lausanne, et un match je sais plus où. Ouais. C'est très juste, je l'ai plus là, comme ça, mais l'important c'est aussi que tu voulais dire pour les matchs à Lausanne, c'est juste On a des billets à gagner, on a 3 fois 2 billets à gagner pour les matchs à Lausanne, pour le match à Lausanne samedi 22, donc il y a encore du temps. Sur le site de Blick, il y aura un article avec un petit formulaire à remplir pour gagner 3 fois 2 billets. On place assise au match à Lausanne, effectivement. Ouais, c'est 14-15 pour les 2 premiers matchs, exact. Donc vendredi, samedi, et puis 21-22 le vendredi, samedi d'après. Puis après, l'équipe de Suisse, elle fiche le camp un moment en Lettonie. Alors là, pour le coup, on comprend jamais ces trucs-là, mais c'est des accords internationaux. Et puis après, elle va revenir, elle va aller pour le tournoi contre les Tchèques, les Suédois et les Finlandais. Et puis après, elle va repartir en Lettonie pour aller jouer les matchs du championnat du monde. Et puis là, à ce moment-là, on sera sur place. Exactement, on se réjouit d'ailleurs. Et on a une première sélection. C'est difficile de dégager des noms, honnêtement, de joueurs qui vont, où on est sûr de les voir à Riga. Alors, il y a par contre, on peut déjà dire quelque chose, c'était par rapport aux joueurs NHL, parce que honnêtement, c'est quand même ça qui nous intéresse. On est désolé, pas contre les joueurs qui sont du championnat de Suisse, mais si la Suisse va avoir une petite chance, on se dit, ce serait bien que Romagnosi soit éventuellement là. Donc, pas de bébé ce coup-ci. Patrick Fischer a dit, normalement, ils m'ont tous donné leur accord de principe pour jouer le championnat du monde, s'ils sont en santé, si tout est OK. Il y avait juste une petite question avec Timo Meyer qui a été tradé aux New Jersey Devils et qui n'a pas de contrat. Donc là, effectivement, en fin de contrat, on sait les questions d'assurance. J'ai l'impression que ça risque d'être compliqué de voir Timo Meyer au championnat du monde cette année, mais si on peut avoir Romagnosi, en tout cas on est sûr d'avoir Yanis Moser qui déjà même au mois de février savait que de toute façon Arizona n'allait vraiment pas en play-off, se réjouissait presque déjà de pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse. La question qui se pose, c'est Philippe Kourachev qui a été blessé, qui a fin de saison avec Chicago, mais comme Chicago était là aussi largement éliminé de la course au play-off, est-ce que peut-être Philippe Kourachev peut venir? Ça faudra voir. On a Tim Berni aussi, qu'on n'a jamais vu avec l'équipe de Suisse encore, qui a fini sa saison avec Columbus, ou qui va finir sa saison avec Columbus, pas en play-off. Donc, ça pourrait être un défenseur
intéressant, mais là aussi, il a jamais joué. Tout d'un coup, l'envoyer une première fois pour au championnat du monde, je sais pas, en fait, si c'est... oui, c'est un défenseur qui joue en NHL. Est-ce que c'est forcément un immense upgrade par rapport à des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont déjà joué? Avec Winter Sander qui prend sa retraite, il y a de la place à prendre derrière quand même. Diaz n'est plus là, donc je pense que oui, moi je suis convaincu qu'un joueur comme ça pourrait être utile en équipe de Suisse. Entre-temps, pendant que tu parlais, j'ai juste regardé, donc c'est pour ça que c'est pas illogique que j'ai oublié la 4e ville où l'équipe de Suisse joue, vu que c'est aussi à Viège. Ils jouent 2 matchs à Viège, un à Porrentruy et un à Lausanne. Je me disais que il me manquait une ville dans cette histoire. Mais par rapport aux joueurs qui pourraient venir, par contre, on va tous être clairs, on est contre New Jersey. Là, il y a des supporters en fait qui nous disent mais vous pouvez pas être contre des équipes et tout pour penser que les mecs vont venir. Putain là, ouais bon bah. Alors étant émotionnellement attaché à aucune équipe de NHL. Et encore moins à cette équipe de New Jersey, donc oui. Enfin, si tu peux avoir Siegenthaler, Ischier, ça... et Akira Schmidt éventuellement. La question qui se pose pour moi avec Akira Schmidt, c'est là aussi, il a jamais été vraiment dans le cadre de l'équipe de Suisse, donc, mais c'est un gardien, c'est un poste un petit peu particulier. J'allais dire du coup, les gardiens qui sont sélectionnés pour ce début de sélection, enfin pour ce début de préparation, c'était Gilsen et Connor Hughes. Le Davosien est le gardien de Fribourg qui va passer à Lausanne la saison prochaine. Pour des raisons personnelles, il viendra un peu plus tard dans la sélection. Il a été remplacé par Ludovic Weber, qui s'était blessé, on se rappelle, lors d'un match de l'équipe de Suisse début février. Finalement, il a eu une opération qui a révélé que c'était beaucoup moins grave que ce qui était craint au début. Et donc, sa fin de saison s'est transformée en quelques semaines de pause. Il est de retour en équipe de Suisse. Mais la question, c'est qui sont les gardiens de l'équipe de Suisse pour cette saison ? Reto Berra, sachant que Reto Berra a annoncé qu'il ne serait pas prêt parce qu'il a eu une saison difficile avec son dos et qu'il va surtout penser à se remettre d'aplomb. Giannoni n'a pas donné de contre-indication, donc on sait qu'il sera là. On peut clairement l'imaginer qu'il sera là. Et derrière, on fait quoi ? On prend Robert Mayer, qui était présent à Bratislava, si tu te rappelles, comme 3e gardien. Mais est-ce qu'il vient comme 3e gardien en équipe de Suisse ou il veut un petit peu plus ? Moi, je pense qu'il veut un petit peu plus. À son âge, absolument. Il vient pas faire le nombre et puis être content d'être là. Complètement. Gilsen est content d'être là si on le prend. Mais alors, tu vois, il y a Gilsen, mais honnêtement, est-ce que Sandro et Schliemann n'auraient pas mérité aussi sa place ? J'avoue que on ne sait pas trop. Peut-être qu'il veut donner d'abord à Gilsen, puis que Sandro Schliemann, il pense peut-être à lui aussi, mais il a un planning que nous, on ne connaît pas et qu'il va le garder pour... En fait, il y a encore 1 mois de préparation. En fait. Oui. Maintenant, ça commence et il y a 1 mois de préparation. Donc, clairement, certains peuvent venir au fur et à mesure. D'ailleurs, avec la NHL, ce qui est assez intéressant, c'est que les playoffs vont commencer. On aura en tout cas le premier tour qui sera disputé et très probablement le 2e tour. Et on va passer donc de 16 équipes à 8 équipes et puis après à 4 équipes. Donc, à moins d'un incroyable coup de malchance pour l'équipe de Suisse, on va dire, on voit quand même qu'à l'Est, à les bas de Boston, il y a quand même Toronto, il y a quand même Carolina. Enfin, New Jersey aura... Il y a les Rangers... Ça va être vraiment difficile parce que c'est les playoffs de NHL de toute façon. Moi, il y a Kevin Fiala qui est pour l'instant blessé et qui pourrait amener un immense plus à cette équipe aussi. Donc, en fait, on a pas mal de points d'interrogation entre les joueurs qui sont encore en playoffs, certains qui sont blessés. On rappelle aussi que Romagnosi, on en parle, mais la fin de saison, il est blessé. C'était day-to-day, mais voilà... Est-ce que Romagnosi va décider quand même de dire non, mais là, pour l'équipe de Suisse, en plus, c'est une année. On va dire que 2013, finale contre la Suède. 2018, finale contre la Suède. 2023, si on suit la logique, est-ce que ça pourrait être de nouveau une finale ? S'ils croient aux chiffres, si les fans de numérologie, ils se disent ah, mais là, je dois quand même aller à Riga. En plus, je connais pas cette ville, j'ai envie de voir la nouvelle patinoire de Tampere, j'ai envie de jouer dedans. Donc, ça peut être intéressant d'avoir Romagnosi. Oui, c'est difficile de dire le contraire déjà. On se disait aussi que c'était à un moment, s'il y avait des joueurs dont on ne pouvait pas se passer, c'était Josi et Niederreiter, un peu à l'époque. Et puis, comme Ishii est arrivé, on se rend compte que c'est un peu cette colonne-là, et on va dire plutôt, on pourrait presque dire Giannoni, Josi et Ishii.
C'est vrai que ça change quand même vachement le... Et dans 3 ans, on parlera de Lian Bixel, qui justement, c'est un des noms intéressants pour ceux qui ont envie d'aller voir des matchs, que ce soit à Viège, Lausanne ou Porrentruy. Il y a Lian Bixel qui vient de terminer sa saison avec Lexans. Et on se rappelle qu'il y avait eu un petit imbroglio autour de lui. C'est terminé, il est dans l'équipe. Oui, c'est avec les U20 en plus. Hein. Exactement. Et lui, il va être chouette à suivre parce qu'on se rappelle que l'année passée, il était drafté très haut au premier tour par Dallas. Il est resté en Europe pour continuer son développement. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et il amène un profil qu'on n'a pas forcément en Suisse de grand défenseur, qui a une belle prestance physique, mais qui est pas totalement un manche avec le. Un peu un Geiser, tu dirais. Attends, tu me disais quoi l'autre jour, que Geiser c'était Koukan? En fait, donc Koukan, Geiser, Bixel. Tu sais, je vois le truc de l'évolution avec c'est des Pokémon. Non, moi je pensais avec les singes, tu sais, du petit singe jusqu'à l'homme, tu sais, c'est quoi l'évolution? Bixel, c'est la fin de la chaîne, ou c'est le début, ou c'est qui le début, ou c'est qui la fin? Je pense que forcément Bixel c'est un peu la fin. Ça commence à Geiser, après ça va à Koukan, puis après ça Koukan, Geiser, Bixel. Mais... Donc de voir Bixel, ça va être chouette déjà. Et à mon avis, on se rappelle, il y a à chaque fois une ou deux petites surprises du petit jeune qui vient humer l'air du vestiaire. On avait eu Yanis Moser, on avait eu Kourachev. On avait eu Fiala. Oui. On avait eu Fiala à 18 ans avec la grille à Moscou, si je me rappelle bien. Minsk. C'était vieux. On avait encore le droit d'y aller. C'était 9 ans, quoi. Et donc cette équipe de Suisse, elle est chouette à voir. Dans les noms, il y a David Ebicher, Egli, Fora, Frick, Glauser, Leffel et Voardou derrière. Donc Frick, Glauser qui joue à Lausanne, Leffel un roman, Voardou un roman, Ebicher un roman. Il y a des atouts pour intéresser. Et puis, moi, tu citais Bixel comme nom qui t'intéresse. Moi, il y en a 2 qui m'intéressent aussi dans les attaquants. Je sais pas s'ils vont réussir à se tailler une place, mais c'est André Heim que j'aimerais bien voir. Et puis Marco Müller, que j'aime beaucoup à Lugano, en fait. Parce que tous les autres, il a fait des bons playoffs. Hein. Ouais, exactement. Parce que, évidemment, il y a André Sambul, mais on va pas... À part ça, je me disais... Oui. On est au mois d'avril. Le type, il a 39 ans. Il a ses enfants. Puis... En fait, même sa femme, je pense qu'elle doit se dire non, mais je sais qu'Andrés, de toute façon, il va partir. Et il a reçu son ordre de marche. Mais tu sais, à la fin de sa carrière, quand je parlais avec Gilles Montandon, il me disait qu'il était tout le temps l'un des meilleurs de son équipe au moment du début de la préparation physique. Ce qui me disait, moi, je suis obligé de jamais arrêter. Si j'arrête un jour, je recommencerai plus jamais. Et en fait, je pense qu'Ambul, il est dans le même truc. S'il se pose un jour, la machine, le moteur, il relance pas. Donc, il continue. Et puis, jusqu'à ce que le moteur lui dise ouais, écoute, là, on arrête ou bien. Mais pour l'instant, il est là et il va faire la préparation en entier. Et c'est hallucinant. Et dans les noms, justement, intéressants, il y a Jenny Kneubuller. Tu citais des romans aussi. Ouais, justement. Qui a sa première sélection, qui a fait une bonne saison à Ambry. Il était en fin de contrat, il a signé un contrat d'1 an avec Ambry. Je pense que c'est un contrat à la Nathan Marchand. C'est prouve-nous que ce que tu as fait, tu peux le refaire une deuxième fois. Moi, je le vois plus. Prouve-nous ce que tu peux faire, puis pour lui de se dire ouais, mais si je capitalise sur moi-même, peut-être qu'il y a un autre club. Absolument. Plus huppé, désolé pour Ambry, mais un peu plus huppé où je peux peut-être me tailler une place plus intéressante pour la suite de ma carrière. C'est dommage que soit plus haut là, parce qu'il aurait signé 14 ans de contrat avec une moyenne de 540 000 francs par année juste parce qu'il est vaudois. T'avais pas dit que t'arrêtais de... Écoute, de temps en temps, il faut. Dans les attaquants qui vont intéresser les joueurs, les gens en Suisse romande, il y a Kenya Gardania, Ria qui sont de Lausannois, il y en a déjà 2 derrière. Devant, il y a Christophe Berchi qui est fribourgeois et qui est à Lausanne, on connaît bien, j'imagine. Tyler Moy, qu'on connaît bien à Lausanne aussi, qui va venir en équipe de Suisse. Sandro Schmidt. Et là, il y a des atouts pour faire venir les gens à la patinoire, je trouve. Honnêtement, Calvin Turcauf aussi, on parlait de Lugano. Tu vends 0 billet avec Calvin Turcauf. Tu vends 0 billet, mais si t'aimes le hockey sur glace, puis que tu te dis, tiens, j'ai quand même envie de voir ce qu'il joue à Lugano, j'ai pas trop l'occasion de le voir. Greg et Jean-Fred n'arrêtent pas de nous dire qu'il est bon, qu'il était bon au play-off avec Lugano. J'ai envie d'aller le voir. Et puis, en fait, finalement, il y a un nom que tu n'as pas cité, toi, tu as envie de le voir. Enzo Corvi. Bah, voilà. Là, tu vends des billets avec Enzo Corvi. Et puis surtout, on vend Greg Arriga avec Enzo Corvi. Exactement. En fait, Patrick Fischer sait qu'il est obligé de sélectionner Enzo Corvi, sinon tu n'es pas content. Exactement. C'est la pression qu'on met. La question, à part ça, on rigole, mais entre Corvi qui est centre, Heim qui est centre, Turcauf qui est centre, on a quand même déjà
3 bons centres. Si on compte encore Pius Suter, mais que Fischer aime bien faire jouer au absolument. centre, Mais si on compte Pius Suter qui avec les Detroit Red Wings est éliminé, donc il peut venir, il peut aussi jouer à l'aile. Hein, je suis bien d'accord. Kourachev blessé, ok. Moi, il y a ce côté, on en a parlé quand on a parlé de Genève, c'est Tanner Richard. Il est tellement bon en play-off. Est-ce que tout d'un coup, tu te dis, oui, mais j'ai envie de garder une petite place dans mon roster pour Tanner Richard? Franchement, oui. Sur ce qu'il fait en play-off, il a sa place. Il mérite sa place. Alors, t'engages peut-être un psy pour le suivre pendant tout le championnat du monde. Parce qu'à Genève, ils savent le gérer par habitude un peu, où ils savent aussi, il fait son bruit dans son coin. Et puis, avec des joueurs NHL, je me demande, tu sais, s'il se fait pas un peu plus petit aussi, il gueule moins, parce que peut-être. Si t'as un Yossi dans le vestiaire, tu te dis, ah, quand même, je peux pas non plus faire n'importe quoi, parce que simplement l'autre en impose simplement par sa présence, tu vois. Ouais, peut-être. Mais Tanner Richard, c'est un championnat du monde quand il revenait d'Amérique du Nord en 2017. Ouais. Exactement. Et c'est tout. C'est son seul championnat du monde. Il avait fait les Jeux Olympiques aussi en 2018, si je dis pas de bêtises. Ou alors je me suis trompé complètement. Je sais qu'il y avait, je crois qu'il y avait Allemande, mais j'aurais dit qu'il faisait... Non, il fait pas de Jeux Olympiques. Non, okay. non. Il fait ses saisons en Amérique du Nord et il revient de Syracuse en Suisse. Il revient à Genève. Il fait une saison à 34 points en 47 matchs en AHL quand même. Hein. Il fait 7 matchs à l'équipe de Suisse en 2017, 4 points. Et depuis, il a fait quelques apparitions par-ci par-là, mais rien de bien convaincant. Mais bon, voilà, il fait une saison à 30 points en saison régulière. C'est pas sa meilleure en carrière, mais c'est une très belle saison. Puis surtout, il fait des playoffs hallucinants. Donc oui, s'il est en santé en fin de préparation et s'il a envie, mais je pense qu'il a toujours un peu envie de jouer, lui. Donc je peux l'imaginer présent du côté de Riga pour nous amener des quotes incroyables, parce que j'ai fait une blague avant sur l'encadrement de Tanner Richard qu'il faut avoir. Mais c'est quand même quelqu'un qui est incroyable à suivre aussi. À l'interview, je sais pas, je suis sûr qu'il se filtre. Mais je pense que son filtre est pas aussi élevé que certaines autres personnes. Et il est incroyable à interviewer, il est tout le temps marrant, il est intéressant, il dit des choses, c'est pas le cas de tout le monde, il nous donne de la matière. Alors oui, il y a eu l'histoire à Lugano où il nous a donné plus que de la matière, là il nous a écrit les articles lui-même, il faudra que je lui paye une pige peut-être pour ce qu'il a fait là, mais il est intéressant, c'est vraiment un gars intéressant. Et oui, sur la glace c'est un peu une tête brûlée, mais en dehors c'est quelqu'un qui a vraiment une contenance, on va dire. Et moi, j'aime vraiment bien parler avec, je dois dire. Et s'il pouvait être là à Riga, ça pourrait vraiment être chouette. Puis tu sais que je viens de me dire, en parlant des centres, je me dis, il y a encore un centre biennois qui porte le numéro 92. Bien sûr. Et que, en fait, on peut pas oublier parce qu'il est quand même hyper important dans une équipe. Ça commence à faire vachement de place. Il y a que 4 places de centre finalement. Donc, ça va être vraiment. On se rend compte que l'équipe de Suisse a. Patrick Fischer a du matos à disposition. Aux gens qui forment des jeunes, peut-être arrêtez avec les centres, puis faites voir un de gardien là, parce qu'on va gentiment commencer à tirer la langue. Donc tous les gamins maintenant, on commence au but, puis s'ils savent pas faire, vous allez jouer devant, mais d'abord on commence au but, parce que là on va paniquer dans pas trop longtemps. Mais voilà, on est au terme de cet épisode, je sais pas combien, 28 de la saison. D'ici vendredi, ça commence, les choses sérieuses. C'est sérieux depuis un moment déjà, mais les choses très sérieuses commencent vendredi. Programme spécial de Colfax pour cette fin de saison. On va essayer d'être présent un tout petit peu plus. Normalement, la semaine prochaine, on sera là lundi après le match 2, mercredi après le match 3 et vendredi après le match 4. Ouais. C'est le plan. Ça peut évoluer, mais c'est le plan. Puis des épisodes normalement un peu plus courts aussi. On va faire un peu plus court, mais on trouvera toujours des trucs à dire. Je ne m'inquiète pas, ou au pire, on fera parler des gens. On sait faire aussi. D'ici là, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. On est aussi en patinoire, donc si vous nous croisez, c'est avec grand plaisir qu'on vous dit bonjour et qu'on discute un peu avec vous. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Et d'ici là, abonnez-vous sur Spotify ou écoutez-nous partout ailleurs. La petite clochette sur Spotify, c'est pratique de s'abonner, comme ça on sait quand l'épisode sort. Je ne rate plus aucun épisode de mon podcast préféré sur la NBA qui s'appelle le Low Post, qui est le meilleur podcast du monde. Mais voilà, je suis sûr qu'il sera très content que je fasse ça va le toucher, Zach Lowe de ESPN, que je lui fasse de la pub. Et à part ça, prenez soin de vous et bonne finale. À bientôt.